On va passer à la table ronde. Il s'agissait pour nous de faire un effort réflexif, y compris parce que là, c'était à chaque fois les SHS qui parlaient des sciences et des technosciences. Et dans cette table ronde, il va y avoir, et oui, des personnes qui font des sciences, qui sont membres de la faculté des sciences d'Orsay et qui vont faire aussi un effort réflexif sur leur propre pratique durant cette table ronde. Donc avec Annick Jacques, qui est biologiste, mais qui est aussi désormais membre d'un laboratoire d'histoire des sciences. Vous pouvez venir, hein, Annick Jacques, avec Jean-Claude Vial, hein, qui est astrophysicien et qui a participé à de nombreuses missions spatiales. Et enfin, avec Guillaume Roux, qui est physicien, mais qui s'intéresse aussi, qui organise en parallèle un contre-événement avec de la formation en environnement. Et donc, déjà pour commencer cette table ronde, je voulais commencer par leur poser un peu la même question à tous les trois, c'est de réagir à la fois au thème du colloque de façon générale, hein, et aussi de réagir éventuellement aux interventions précédentes qu'ils ont entendues. Donc en commençant par Annick. Alors, ça fait quelques jours que je réfléchis à comment un petit peu structurer mon intervention, enfin cette présentation avant qu'on discute. La matinée était tout à fait passionnante. Enfin, finalement, puisque la table ronde, c'est quand même... Alors moi, je triche un peu, hein, parce que effectivement, je suis retraitée comme microbiologiste. En tout cas, je suis retraitée. Mais bon, je me suis un peu reconvertie du côté des SHS, donc voilà. Mais je me suis dit, en fait, ce qui m'intéressait peut-être, c'était on va faire un pas de côté par rapport à ce qu'on a discuté ce matin pour moi me dire comment par rapport à aux promesses les discours de promesses que tiennent les scientifiques, comment j'ai vécu l'évolution depuis le début de ma carrière. J'ai commencé en 1977, c'est l'année où j'ai soutenu mon DEA. Et donc pour prendre ma retraite en 2021. Oui, c'est ça. 2020, je ne sais plus. Enfin bon. Et j'ai vraiment vécu une évolution qui, je pense, a largement contribué à renforcer les discours de la promesse faite par les scientifiques. Hein. On nous en a cité, Bernadette en a cité quelques exemples. On pourra en retrouver. J'ai un exemple que j'aime bien, qui est celui d'une lettre que Léonard de Vinci adresse pour essayer de se faire embaucher par le duc de Sforza, où il lui promet tout un tas d'inventions toutes plus utiles pour massacrer ses voisins. Donc on peut remonter au XVe siècle là, pour les discours des promesses. Alors là, évidemment, c'est plus des promesses techniques, mais on reste quand même dans le même domaine. Il faut se battre pour obtenir des financements, pour obtenir du patronat. Et donc, les promesses, pour ça, c'est un peu indispensable. Alors peut-être moi, ce que je vois dans l'évolution, c'est que donc, les discours des promesses, c'est aussi un discours de justification, finalement, de l'activité des scientifiques vis-à-vis de la société. À quoi ça sert ? Et je crois que dans ce registre de la justification, il y a eu des changements importants avec, comme ça a été dit, hein, quand j'ai rentré en 1977, d'abord, nous, mon laboratoire n'avait pas à faire des demandes de contrats, des demandes. L'argent que touchait l'UMR suffisait très largement à financer nos travaux.
Là où peut-être on avait des demandes spécifiques, c'était pour, par exemple, des bourses pour des jeunes chercheurs, des choses comme ça. Et la justification, c'était vraiment le discours tel qu'il a été présenté, du régime peut-être scientiste. La recherche fondamentale est indispensable, etc. On ne peut pas savoir où est-ce qu'elle va avoir des retombées, mais elle va avoir des retombées positives pour la société de manière quasi automatique. Et puis on est passé à un discours, un registre de justification, me semble-t-il, complètement différent à la fin de ma carrière, quand on voit arriver l'ANR avec ses grands défis sociétaux, où nos demandes doivent s'inscrire, nos demandes de financement, d'abord sont devenues une partie essentielle des conditions pour fonctionner, pour pouvoir travailler. Et nous devons répondre, nous devons expliquer comment ce que nous allons faire. Alors je crois aussi, on a vu quelques formulations ce matin, et on l'a tous pratiqué, comment on allait résoudre le problème. Alors pas tout à fait de la fin dans le monde, mais par exemple, moi à la fin, les 10 dernières années, je travaillais sur des pathogènes d'huîtres, et donc j'expliquais régulièrement comment le travail très fondamental quand même de ce que je faisais, allait permettre de résoudre ce grand problème économique qui était la mortalité des huîtres françaises. Donc, bon, on y croit ou plus ou moins. Donc on va nous dire c'est pas grave, hein, personne n'est dupe. Mais en fait, ça a des effets performatifs très importants. Et puis, les valeurs aussi sur la manière de faire de la science, je les ai vues, et c'est ça, je crois que ça accompagne ça, je les ai vues changer aussi parce qu'on est passé d'une valorisation d'un chercheur individuel, créatif, animateur d'une petite équipe, à l'idée d'un chercheur manager. On a parlé des grands projets. Alors, le Human Brain Project, c'est un très, très bon exemple en biologie de ça. Donc, ces grands managers, alors c'était aussi en biologie, il y avait le complexe vis-à-vis de la physique. Donc, en physique, on a des grands projets, on a des grands instruments. Donc, il fallait qu'on arrive à créer un peu ce type de structure. Donc, dans cette compétition pour l'argent, pouvait séduire les financeurs. Et puis là, on a passé d'abord avec les contrats européens et puis les contrats ANR. On a vu arriver ce qui a été aussi évoqué ce matin, ces feuilles de route. Moi, la première fois qu'on m'a demandé d'anticiper sur les 4 années à venir ou les 3 années à venir des deliverables, je dois dire que c'était un exercice extrêmement difficile. Enfin, on avait du mal à... Même au début, quand on rédigeait des demandes de financement, on les rédigeait... Le fait d'avoir mis en place cette espèce de structure où il fallait faire une feuille de route, des étapes, définir des livrables, c'était aussi très violent par rapport à la réalité du travail scientifique tel qu'il peut se passer avec ces aléas. Donc, je crois qu'effectivement, par le biais de toute cette politique la mise en place de cette politique des modes de financement de recherche, ça a beaucoup influencé sur la manière, les promesses ne sont pas nouvelles, mais sur la manière dont les scientifiques ont été amenés à utiliser ces discours, ces registres de discours de la promesse pour s'adapter un peu et en même temps accompagner. C'est pas uniquement s'adapter, il y a une espèce de renforcement mutuel en fait entre le besoin de s'adapter de la communauté scientifique et la mise en place et le renforcement de ces procédés de financement qui sont aussi gérés par des scientifiques eux-mêmes. C'est des membres de la communauté scientifique, il ne faut pas l'oublier. Alors je pense que je vais un peu froisser Annick, parce qu'il sera beaucoup question de projets,
de livrables peut-être aussi, de choses comme ça. Bon, j'ai quelques transparents qui datent de 2006, à une époque où je fais une présentation des projets spatiaux, la façon de les engager, de les proposer, enfin, etc., devant des entrants du CNRS. Hein. Alors, donc, j'ai piqué là-dedans, je m'excuse, il y a encore la date, ça 2006. Ce n'est pas aussi actualisé que je le souhaiterais, mais bon, les choses n'ont pas dramatiquement changé, j'espère. Donc, je parle d'une proposition de recherche spatiale, la réponse à qui et à quoi? Alors, la réponse à qui, chez nous en tout cas, c'est évidemment les agences spatiales, depuis le CNES, l'Agence spatiale européenne, la NASA, et d'autres agences encore, la Chine, la Russie, etc. Alors, on répond en général, le calendrier est le suivant. Tout commence par des appels à idées. Par exemple, un appel qui est encore valable d'ailleurs, de vision cosmique de l'Agence spatiale européenne. Il faut signaler le fait que cet appel à idées est ouvert à tous. On répond tout le monde est invité à répondre, qu'on soit dans un laboratoire spatial ou non. Et puis la deuxième étape, c'est l'appel à proposition d'expérience elle-même. Alors là, c'est un peu différent. Évidemment, on est obligé de partir de ce qu'on peut faire, des laboratoires spatiaux, on est obligé de monter des consortia, je sais pas. Et bon, cet appel d'offres, d'ailleurs, peut être lui-même précédé par une lettre d'intention, etc. Alors les opportunités, j'aime pas le terme, mais donc, on répond à un appel d'offres, d'opportunités. Elles dépendent évidemment de la politique des agences spatiales, donc que nous pouvons infléchir, mais pas totalement. Donc, il y a eu des plans divers et variés au niveau de l'Agence spatiale européenne, par exemple. Donc, il y avait un plan de Roger Bonnet jusqu'à 2015, et puis Cosmic Vision, et puis aujourd'hui encore. Et puis, du côté du CNES, alors c'est donc notre communauté. Le point de départ, je parle ici de recherche scientifique. En général, en astrophysique, en ce qui me concerne, mais pas uniquement, bien sûr. Il y a la science des océans, la science etc. La physique fondamentale et tout. Alors, on part d'un colloque de prospective. Je prenais l'exemple à l'époque du juillet 2004, donc, qui est lui-même précédé d'un appel à idées. Et puis, ça se traduit quelque part par la définition d'une politique, ce que j'appelais par la conférence du président. Et les contraintes étant les suivantes, ou le cadre étant le suivant, on doit participer, à l'époque, le CNES participait au programme obligatoire de l'Agence spatiale européenne, y compris la science, donc à ce niveau-là, de 700 méga-euros. Et puis, il y avait un programme national et multilatéral, donc avec 700 euros, donc une centaine d'euros pour la science. Et donc, les priorités affichées par le Centre national d'études spatiales, donc, à la suite quand même de ce colloque de prospective, etc., c'était le programme, participer au programme de l'Agence spatiale européenne, du point de vue scientifique, bien sûr, puisqu'on fournissait de l'argent pour des tas de choses, y compris les fusées, etc., participer à un programme national. À l'époque, il y avait encore des microsatellites, des mini, etc. Et puis participer à des collaborations bilatérales. Alors, notamment avec la NASA. Alors là, il y a toute une histoire, je ne vais pas entrer là-dedans, mais une longue histoire de coopération et collaboration avec nos collègues de la NASA. Et nos collègues de la NASA, vus de double point de vue des collègues scientifiques et aussi de l'agence elle-même. Donc, la possibilité de participer à ce qu'on appelle encore des missions d'opportunité. Et donc, on participe à un projet, à condition d'être sélectionné, bien sûr, en apportant sa propre contribution instrumentale, un instrument entier, etc., ou alors un morceau d'instrument, ou d'analyse, d'interprétation des données. Alors, ça a beaucoup d'avantages, évidemment, parce qu'on n'a pas à payer le lanceur, la plateforme, rien du tout. Et puis, on a malgré tout accès aux données. Maintenant, évidemment, c'est un peu gênant si on s'en tient à ce type de science, évidemment, puisqu'on perd l'expertise instrumentale. Et puis, alors, il y avait la Russie à l'époque, en 2006, mais il y avait déjà des réserves, comme vous le voyez. Et puis, ce qui était en plein essor, c'était la Chine et l'Inde. Je n'insiste pas là-dessus. Alors, le processus, c'est donc, je rappelle, c'est qu'on commence par un appel à idées.
Donc, il y a l'expression d'un besoin scientifique. Vous voyez qu'on est loin du solutionnisme dont il était question tout à l'heure. On part d'un besoin scientifique, d'un objectif scientifique. D'ailleurs, objectif scientifique, c'est peut-être mieux que promesse, d'ailleurs. Mais enfin bon. Et puis, jusqu'à l'ébauche d'un projet d'instrumentation ou de mission, éventuellement. Donc, on va prendre l'exemple du CNES. J'espère que je n'ai pas effacé le transparent. Je ne sais plus. Alors, voilà à quoi ça ressemblait. Oui, voilà. Voilà, donc on est toujours dans l'appel à idées. Je vais trop vite. Excusez-moi, mais là. Alors voilà. Donc sur une page, on décrit la situation du programme de recherche, on décrit ce qu'on veut faire. Et il y a une page précédente où il y a le principal investigateur, justement, le responsable, le manager du projet, mais la page n'est pas passée. Et puis on demande, on décrit ce dont on aura besoin en termes de volume, de masse, de puissance, etc. etc. Puis savoir, on indique où on veut aller, quel type d'orbite, la durée de la mission, etc. Alors je vais peut-être utiliser ça plutôt. Et les exigences système, bon, j'en passe. On est quand même obligé de donner un calendrier du projet, ça ne paraît pas inutile. Et puis les collaborations envisagées, et puis des éléments de coût. Donc ce que va payer le CNES en particulier, et en même temps, maintenant, les coûts consolidés, donc ce que va coûter à la communauté, y compris CNRS, en termes de manpower, d'hommes, de personnes, tant personnes, puisqu'on est chercheur ou un ingénieur ou technicien du CNRS, et ça coûte. Après, du côté Agence spatiale européenne, eh bien là, vous pensez qu'on a dans la réponse à l'appel d'offres, il faut absolument construire un consortium. On ne peut pas tout faire soi-même, on ne sait pas tout faire soi-même, et si possible, un consortium international, européen, etc. Bon, là, il y avait quelques conseils aux chercheurs en question, aux jeunes chercheurs. En particulier, il y avait un truc très rigolo qui est la matrice de traçabilité qu'il ne faut surtout pas oublier. Alors là, ça correspond à vraiment une matrice, c'est du sérieux. Là, il y a les objectifs en colonne et en ligne plutôt les objectifs scientifiques et puis la façon dont on les traduit, puis le mode d'observation, etc. Bon, c'est assez fou. Et puis une réponse à l'appel d'offres ESA s'accompagne toujours d'une proposition auprès du CNES puisque c'est lui qui est le bailleur de fonds. Alors du côté de l'évaluation, alors je suis un peu sur le domaine là de la table ronde d'Hélène peut-être. Du côté du CNES, donc, il y a des groupes thématiques, un groupe thématique purement astronomie, un groupe thématique physique fondamentale, etc. Puis au-dessus, un comité d'évaluation de la recherche et de l'exploration. En parallèle, il y a une évaluation interne au CNES, avec à l'époque un truc qui s'appelait À tout attrait. Je vais vous montrer le transparent parce qu'il est assez rigolo. Et puis un comité des programmes scientifiques, et puis en dessus, c'est le conseil d'administration du CNES qui décide. On a à peu près la même structure du côté de l'Agence spatiale européenne. Alors, je vais vous parler de cette méthode à tout attrait qui avait été implémentée par monsieur, enfin, je ne donnerai pas son nom, président du CNES, qui avait été président de EDF d'ailleurs. Et alors, il avait imposé au niveau du CNES une méthode dite à tout attrait, qui était un outil d'aide à la décision stratégique issu du cabinet McKinsey. Donc, si vous avez des problèmes ou si vous pouvez vous référer à cette méthode qui est sans doute très utile, mais je crois qu'elle a été abandonnée, heureusement, depuis. Alors, le dernier conseil que je donnais à ces jeunes chercheurs, c'était les conditions du succès. On en vient d'une certaine façon du succès pour que la proposition soit acceptée. On n'en est pas à la construction de l'instrument, ni quoi que ce soit. Donc, répondre aux besoins scientifiques, bien sûr. Notamment au niveau de l'Agence spatiale européenne, c'est une procédure qui est très, 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 très délicate, très, très sérieuse, avec des présélections, avec des évaluations du point de vue faisabilité scientifique, etc., etc., des réunions de comité, et puis un processus de sélection. On commence par éliminer ce qui n'est pas faisable, et puis etc., etc.
un niveau, il faut que ça marche si on a un niveau de ressources suffisant du côté de l'Agence spatiale européenne, idem du côté du CNES, fait veiller à ne pas dépasser les coûts, bien sûr. Et puis, il y a quelque chose aussi qui a trait un petit peu à la question des promesses, c'est que dans la proposition, il ne faut pas hésiter à envisager ce qu'on appelle le descoping, enfin bon, c'est-à-dire l'idée que selon la façon dont l'instrument et la mission se passent, l'instrument fonctionne, etc., l'idée qu'on n'obtiendra pas les performances nominales. Et donc, qu'est-ce qui sera acceptable au point de vue objectif scientifique? Alors, il y a des exemples évidents. Je veux dire, vous proposez d'envoyer 2 satellites autour de Mars, l'un qui va tourner autour, l'autre qui va se poser. Puis bon, il y a celui qui va se poser. Qu'est-ce qui se passe s'il ne marche pas? Est-ce que votre mission est encore valable, enfin, etc., etc. Alors, je crois que c'était mon dernier truc. Oui, c'est ça. Enfin, mon dernier, en tout cas pour aujourd'hui. Donc, voilà le contexte. Donc, encore une fois, une évaluation scientifique très, très, très solide, à mon avis. Voilà. Ben merci. Moi je voulais évoquer avec vous la question des promesses autour de l'ordinateur quantique. Alors, peut-être je mettrai des petites touches de réflexivité à l'intérieur, mais sinon, c'était pour vous présenter un petit peu la nature de la promesse et comment il est intéressant, comme elle révèle un petit peu pas mal d'interactions de la communauté des chercheurs avec le reste de la société, des décideurs, de l'industrie, des problèmes de financement qui ont été évoqués ce matin, et on retrouve pas mal de choses. Après, il y a sûrement des spécificités avec l'aspect quantique. En tout cas, c'est sûrement un très beau sujet de sociologie des sciences, parce que c'est en train de se faire, et il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de rapports et d'expressions des divers intervenants sur la question. Alors moi, ce que je vous propose, c'est donc l'idée de base, c'est d'avoir une information qui est à la fois en même temps dans un état 0 et dans un état 1. Donc il y a le président Macron qui est venu sur le plateau de Saclay le 21 janvier 2021 pour présenter le plan qui a annoncé plus d'1 milliard de financement. Et donc je vous propose de citer quelques extraits du discours et de les mettre un petit peu en lumière par rapport à la communauté scientifique. Donc d'abord, il ne porte pas la promesse, lui, il l'accompagne, il porte une ambition et il suit celle du progrès technique dans ce qu'il annonce et devant un parterre de chercheurs. Et ce qu'il apporte juste, c'est des finances et puis un mécanisme financier qu'il annonce être public-privé. Alors après, il reprend les promesses qu'on lui a apportées, qui sont les suivantes, donc je vous lis dans le texte. Ces technologies pourraient radicalement changer la donne dans notre lutte contre le réchauffement climatique, dans le développement durable de la production agricole, avec une série d'applications concrètes complètement inestimables. De même, les ordinateurs quantiques pourraient devenir dans le futur l'une des armes les plus puissantes jamais conçues contre les crises sanitaires. On était en plein Covid, évidemment. L'industrie bénéficiera par ce truchement d'outils de simulation ou d'optimisation totalement inédits. Donc le point clé de la promesse ici, c'est l'annonce de la puissance. Et cet argument, il va être associé un peu plus tard à une raison d'État. Mais cette puissance, c'est souvent vu dans le progrès comme un moyen de déverrouiller, de trouver des solutions à nos problèmes. Donc là, la promesse est portée très loin, puisqu'il propose le développement durable, le réchauffement climatique et les crises sanitaires comme solution avec l'ordinateur quantique. Alors, sur quoi elle repose scientifiquement, cette promesse? C'est un traitement massif de données, donc c'est quelque chose qui va se coupler très bien à la promesse du big data, et d'autre part à des algorithmes qui sont limités parfois pour l'informatique quantique, l'informatique classique. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois au niveau matériel et puis au niveau de la logique que la promesse est faite. Et notamment dans les algorithmes quantiques, il y en a un qui permet de craquer les clés de sécurité des communications en factorisant les nombres premiers. Et donc ça, c'est une des premières choses qui a été avancée pour soutenir les technologies quantiques, c'est cette peur en cryptographie. Et ça vient après dans son discours, et je n'évoque même pas là les implications et les applications dans le domaine de la sécurité, de la défense, pour nos sous-marins nucléaires, pour nous aider dans la lutte de la matière de la cybersécurité. Et donc, qui va préparer les rapports qui vont précéder le plan quantique? Il y a notamment la DGA et les services militaires qui font en fait le plus gros du travail. Donc ça, c'est historique en fait. Il y a deux aspects. Il y a que le quantique permet de faire de la cryptographie, et c'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui sera probablement amené à être industrialisé de plus en plus. Et puis, il y a la possibilité que l'ordinateur quantique craque les cryptographies classiques qui sont massivement utilisées. Et en particulier, Joe Biden, le 4 mai 2022, donc il y a quelques semaines, a demandé à son administration de se préparer
à l'existence prochaine d'ordinateurs quantiques et donc à le risque massif que la communication puisse être craquée. Donc il y a un enjeu de la peur qui n'est pas du tout, et le complexe militaro-industriel qui n'est pas du tout présenté quand vous êtes étudiant. Bon, je reviendrai un petit peu là-dessus. Et c'est même plus explicite dans les rapports sur l'armée. Vous avez, concernant les capteurs quantiques, qui sont une autre forme de technologie quantique, fort de l'ordre de précision, les capteurs quantiques bouleverseront les champs de bataille futurs. Alors, la puissance, elle va aussi servir à l'économie. Donc on est en guerre économique, et le rapport préparé par le ministère de la Défense prévoit aussi, titre en tout cas, quantique, le virage technologique que la France ne ratera pas. Et donc derrière s'alignent les grands groupes à la fois des sociétés du numérique avec l'enjeu du big data, et puis les grands groupes industriels plus généralement, puisque le numérique peut servir à peu près tout. Donc vous avez depuis 2010, c'est vrai, le milieu des années 2010, c'est un peu un malaise dans la communauté de voir arriver Google, Amazon, Microsoft, qui est de nombreuses startups qui se montent et qui se lancent avec des gros moyens, parce que probablement une des raisons c'est qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils ne savent pas quoi en faire, et qu'il y a quand même, malgré un grand risque, la possibilité d'avoir de la propriété intellectuelle et des brevets sur des choses qui ont potentiellement des grands enjeux. En tout cas, ça ne leur coûte pas très cher. Moi, j'ai une interprétation aussi qui est celle que ça leur donne une publicité sur les marchés ensuite pour s'afficher comme leader de la tech. Donc même si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Si ce qui se fait de mieux, c'est chez Google, à ce moment-là, on affiche qu'on est leader, et donc on peut capter des investissements par la confiance, tout simplement. Donc 2 anecdotes à ce propos. Il y a eu une annonce de suprématie quantique affichée par Google en septembre 2019, donc une sorte de résultat scientifique, qui a été ensuite publié dans Nature Science, je ne sais plus, mais qui a d'abord été publié, annoncé dans le Financial Times, dans les pages roses. Deuxième exemple, donc qui a trait avec Microsoft. Donc, dans un rapport parlementaire en 2019, les sénateurs demandent au directeur de l'Agence de l'innovation et de la défense pourquoi les armées achètent tous leurs ordinateurs en gros chez Microsoft. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de souveraineté numérique? Et donc l'expert d'origine scientifique répond: Microsoft, c'est tout de même l'état de l'art numérique, notamment en termes d'informatique quantique. Ce n'est pas les PC sous Windows qui font l'informatique quantique, mais il répond ça. Domaine dans lequel ils sont très avancés. Je suis d'accord qu'il faut le maîtriser des dépendances. Je pense que c'est faisable. Et sur les sujets prospectifs comme l'ordinateur quantique topologique, ils ont une avance technologique et scientifique. Et donc on voit l'argument de la publicité dans un contrat avec l'armée qui fonctionne très bien. Alors pour la petite histoire, en avril 2021 dans Nature, vous avez un petit article de revue qui explique que un des papiers, notamment fait avec Microsoft sur l'ordinateur quantique topologique, est en fait assez frauduleux et qui avait fait pas mal de boom à l'époque. Voilà, donc ça donne un peu une idée du contexte dans lequel la plupart des collègues qui font un travail remarquable et qui font de très belles manips et de très beaux raisonnements se retrouvent un petit peu dans ce contexte-là. Et notamment, un des grands enjeux qu'il y a là-dedans dans la construction de la promesse, donc évidemment, il faut capter l'argent, il faut capter aussi des ressources, parce que ça ne se fait pas sans rien. Il y a des limites en termes de minerais, d'hélium et de choses comme ça, si on imagine une échelle industrielle. Mais il y a aussi surtout la matière grise, les étudiants, et attirer les gens pour venir travailler dans ces domaines. Et donc, en général, on ne les attire pas avec les arguments que je vous ai donnés là, on ne leur fait pas lire les rapports du Sénat ou les discours de Macron. Par contre, la physique quantique, c'est plein de magnifiques expériences, de paradoxes presque philosophiques, d'outils conceptuels qui sont magnifiques et qui permettent de faire de magnifiques expériences d'ailleurs. Et une des difficultés qu'ont les chercheurs peut-être là-dedans, c'est que les expériences étant de plus en plus compliquées, il y a besoin de plus en plus quand même de main-d'œuvre et d'argent, parce que ça coûte cher. Et donc je pense qu'ils voient aussi cette arrivée massive d'argent comme une double promesse, d'abord pour financer leurs recherches, tout en sachant qu'ils ne répondront pas forcément à la promesse, même si avec le temps ça a complètement biaisé peut-être une partie des motivations des chercheurs, mais aussi ça permet aussi de recaser ces anciens étudiants qui vont monter des startups, qui vont être recrutés par Atos et par les gens de l'industrie. Voilà, et donc c'est sûr que
moi, à titre personnel, et beaucoup d'autres collègues, je ne prononce pas forcément quand mon nom, mais ça crée un certain malaise. Merci. Donc vous avez eu pour l'instant dans cette table ronde 3 points de vue avec le spatial, la biologie, la mécanique quantique. Et si vous avez des questions autour de ces sujets-là pour les 3 intervenants de la table ronde, on voit par exemple autour de la mécanique quantique, c'est le sujet qui en France vient d'être largement financé autour d'un plan spécifique. Est-ce que vous avez, vous, des réactions par rapport à ce qui vient d'être évoqué ? Alors moi je suis à cheval entre vous, c'est-à-dire que j'ai commencé en 1994 ma thèse, donc j'ai connu un peu l'avant ANR et l'après ANR. Et là, par rapport aux promesses, c'est une intuition, j'ai comme vu un changement dans le sens où dans les années 2000, tout au début, c'était on doit faire des promesses, mais on ne les tient pas, et ça fonctionne très bien comme ça. Et j'ai comme l'impression que j'ai pas vu de changement dans la présentation, dans le dépôt de projet, etc. J'ai pas vu de gros changements. Et j'ai l'impression, par contre, au niveau du taux de succès, on a de plus en plus l'impression que faire des promesses et pas les tenir, ça commence à être plus compliqué. Mais je sais pas, j'ai pas perçu, j'ai pas vu arriver ce phénomène, et j'arrive pas à cerner où je peux le percevoir ou comment il est apparu. C'est assez étrange, c'est plus un sentiment qu'un constat. Moi, j'ai trouvé aussi là, vos 3 interventions intéressantes parce qu'elles se plaçaient à différents niveaux, en fait. Bon. Moi, ce que j'aimerais bien avec Jean-Claude, mais évidemment, ce n'est pas possible de le développer ici parce que ça demanderait trop de temps. Mais voilà, tu focalises sur un moment, 2006, bon, voilà, à peu près dans ces années-là, donc il y a une bonne quinzaine d'années, et tu dis, bon, voilà, comment ça se passait, quoi, hein. Donc ce qui serait intéressant aussi, justement, du point de vue des SHS, pour comprendre s'il y a ou non des évolutions et quel type d'évolution, c'est de voir, sur des temps relativement longs, si finalement les mécaniques gestionnaires de la recherche évoluent ou n'évoluent pas. Et si elles évoluent, où est-ce qu'elles évoluent, sur quel point, etc. Bon. La dernière intervention aussi me paraît intéressante de ce point de vue-là, mais plus, je dirais, du point de vue donc, du discours politique, de la promesse. Ce qui serait intéressant, là aussi, c'est de savoir, par exemple, le discours de Macron, qui, au fond, le prépare, le discours de Macron, et comment les scientifiques eux-mêmes ou des intermédiaires préparent finalement ces discours-là, quoi, hein. Et je crois que ça aussi, ça serait extrêmement intéressant pour comprendre finalement, ce que l'on a discuté aussi tout à l'heure, enfin dans la séquence précédente, c'est-à-dire, je dirais plus d'ailleurs l'impact que l'imposition de l'idéologie dominante dans laquelle on est, quoi, hein. Et là aussi, certainement qu'on verrait peut-être, ou non, j'en sais rien, des évolutions, par exemple, ou non, dans les discours. Mais voilà. Comment se fabrique finalement un discours politique? Parce que ce n'est pas Macron, évidemment, qui tout seul, dans son bureau de l'Élysée, le fait. Et donc il y a un tas d'enchaînements, quoi, hein, par rapport à ça. Merci. Moi, j'ai perçu dans ces 3... Non, en réalité, notre système est assez solide quand même. C'est basé sur des accords dans cette communauté scientifique, donc on peut faire confiance. Par contre, le premier discours semblait dire, mais on est en train tellement de manager la recherche que ça laisse peu de liberté vraiment de la recherche. Et puis, le troisième, c'était plutôt
ça, c'est quelque chose dans lequel la France doit figurer. C'est quelque chose de l'avenir. Vous pouvez être absolument sûr que si on traîne là, merde, on va être perdu. Et donc, pour moi, c'était trois aspects très différents. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est après les trois discours, est-ce que les trois voient des points en commun ou est-ce qu'ils restent, comme je peux dire, dans les positions qu'ils ont présentées? Peut-être répondre aux deux dernières interventions, enfin répondre par deux boutades presque. Ce qui concerne l'évolution dans le temps, donc j'ai un collègue qui a été un des pionniers de la recherche spatiale, qui a fait une proposition donc de vol suborbital. Hein, on lance une fusée, puis on reçoit le résultat, on récupère la fusée, etc. Donc il a dû faire 5 tentatives comme ça. Et chaque année, donc, il faisait sa proposition. Sa proposition tenait sur une page, hein, une page manuscrite. C'était donc, disons, l'époque pionnière. Alors aujourd'hui, vous avez vu, je n'ai pas apporté les documents concernant les revues, etc., etc. Il y en a des piles comme ça, c'est assez incroyable. Et peut-être, je pourrais dire que, au point de vue d'évolution, je pourrais dire que plus les promesses sont ambitieuses, je ne dis pas fallacieuses, mais enfin, plus elles sont... Et peut-être que moins elles sont analysées. Hein. Je comparerai par exemple le télescope Hubble, truc fantastique, quand même, fantastique, qui est à peu près, télescope spatial, qui a été lancé en 90, et le coût c'était 1,5 milliard de dollars. Ça paraît beaucoup, mais c'est exceptionnel. Et qui a été fait l'objet de beaucoup de discussions, etc., qui à peu près est arrivé à temps, au point de vue calendrier, lancement et tout. Et puis le fameux James Webb Telescope, dont vous avez entendu parler, qui a été lancé par une fusée française en décembre. Et c'est un budget, là, 20 fois plus élevé. Et la promesse est fantastique, bien sûr, mais bon, le projet a pris 20 ans je crois que le lancement initial était prévu pour 2009, par exemple. Donc vous voyez les glissements, le lancement. Hein, donc on est passé à 2021. Donc là, il y a une certaine démesure. Et là, c'est lié, je pense, à la politique dont il a été question jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le fait que c'est la politique un petit peu de façade et par rapport au public, etc. La façon de vendre les projets, etc. Donc avec le nouveau télescope, on va résoudre tous les problèmes, on connaîtra comment c'est fabriquer l'univers, etc., etc. Donc oui, il y a une évolution, voilà, c'est clair, hein, mais qui ne va pas forcément dans le bon sens. J'ai essayé de réagir par rapport à plusieurs questions. Alors, sur ce qui a été dit en premier, cette attitude elle est toujours présente et assez générale, je pense, à petite échelle, c'est-à-dire que les chercheurs à la fois mettent quelques lignes de promesses générales pour qu'ils collent avec les attentes, mais ensuite ils décrivent leur projet de recherche et les ANR essentiellement ils sont évalués par les collègues et donc ça passe. Ça, à petite échelle, ça continue, modulo les taux de succès qui peuvent être compliqués, mais effectivement, je ne pense pas qu'on attende grand-chose qui contrôlent derrière des résultats. Là, le malaise, il se fait à une échelle un petit peu au-dessus. Alors, c'est vrai que, par exemple, là, dans le plan quantique, il y a des sous, il y a beaucoup d'argent, ça va être plus facile d'avoir des sous, ça va être plus facile d'avoir des postes. Après, il faut des fois que ce soit fait avec Atos, avec leur... voilà. Et il faut que ce soit fait sur des sujets assez clairement orientés ordinateur quantique. Il y a quand même une petite pression pour faire pas que de la mécanique quantique, mais des technologies. Pareil pour former des ingénieurs. Les formations, c'est pour former des ingénieurs à la fois aux techniques expérimentales, cryogénie, microélectronique, etc. Et aussi faire des gens qui programment du code quantique pour que ça tourne ensuite. Et donc là, pour capter cet argent-là, qui est quand même plus massif, il y aura probablement un contrôle des promesses. C'est une vraie question dont on verra l'issue dans quelques années pour la mécanique quantique. Pareil pour les investisseurs, hein, parce que c'est étonnant quand même. Les startups, Alice et Bob, là, a levé il y a quelques semaines 27 millions d'euros
J'ai regardé sur le site web, le nombre de personnes qu'il y a, c'est à peu près comme un petit labo de physique. Donc en 3-4 ans, ils ont monté un labo de physique, ce que n'importe quel directeur de recherche classé exceptionnel ne serait incapable de faire maintenant en allant voir le ministère pour dire « je vais monter mon labo là-dessus ». Eux, ils lèvent 27 millions. Et c'est pour des manips et payer des gens. Et des gens, il y en a 25, 30. Donc effectivement, si on fait tourner un petit groupe habituel, ça ne se voit pas. Là, et donc je ne sais pas ce qui se passera dans 5-10 ans. Peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas, peut-être la promesse se réalisera ou pas. Mais ça change quand même des choses. Et après, il y avait la question qui écrit le discours. Alors le discours, il reprend la plupart des arguments qui sont dans les rapports, qui ont été préparés à l'avant, et puis lui, il rajoute sa touche. Voilà, qui fait les rapports. Donc c'était. Alors il y a toujours à la fois des gens qui sont dans les ministères, donc dans l'administration, par exemple au ministère de l'armement, qui ne sont pas forcément des physiciens. Et puis il y a quand même des physiciens, des grands chercheurs qui discutent avec eux, parce que ça ne vient pas de n'importe où. Ils ne vont pas inventer eux-mêmes voilà, les promesses. Ça vient de quelque part. Et donc il y a une partie de ces grands chercheurs qui, je pense, ont une vision effectivement partagée avec du progrès, avec ces gens-là, qui est un peu l'argument téflon de la NASA, c'est-à-dire on fait des grands projets, une fois qu'on arrive à mobiliser plein de gens pour bosser sur quelque chose, il en sortira bien quelque chose d'intéressant pour la société, laissez-nous faire, et puis voilà. Donc dans une image d'abondance des financements, d'abondance de l'économie, et effectivement, on se dit, il y en aura pour tout le monde, et puis il en sortira des choses intéressantes, et la sérendipité nous aidera. Et donc ça, je pense que c'est assez ancré, notamment chez les gens assez âgés, et qui ont une grande carrière, et pour lesquels, quelque part, ça a marché. Donc ils partagent quand même cette vision du progrès. Après, les choses qui sont proposées, il y a différents niveaux, je pense, dans les promesses. Il y a une tête de gondole de l'ordinateur quantique, qui est quelque chose qui est très difficile à réaliser, et tout le monde dit 10 ans, voire plus, mais en fait, ça veut dire qu'ils ne savent pas. Et il y a des choses qui marchent. Et entre les deux, il y a toute une gradation de choses plus ou moins faisables. Et évidemment, pour le grand public, il faut l'ordinateur quantique, parce que si je vous propose un capteur quantique pour l'armée ou la cryptographie quantique, vous n'avez pas acheté ça pour vous. Voilà. Et donc, c'est assez bancal, en fait, je pense. Et clairement, si on voit du côté des décideurs, et que ce soit les investisseurs ou l'État public, mais finalement, il n'y a pas tellement de différence entre ces gens qui soient publics ou investisseurs privés, et ils cherchent l'un et l'autre, quelque part, l'acquiescement de l'autre pour se dire on va dans la même direction, on se regarde et on se fait confiance, et si vous y croyez, nous on y va. Parce que Google y va, le gouvernement français y va. Hein. Je crois que Google y va en partie parce que derrière la quantique et derrière le numérique, il y a toute cette idée de faire des startups, il y a la culture du numérique, presque New Age des fois avec la quantique, qui est un peu différente, je pense, des grands programmes spatiaux qui mobilisent beaucoup de techniques, d'ingénierie et d'achats lourds. Et donc, quelque part, c'est naturellement plus étatique. Et donc, des vrais défis pour l'ordinateur quantique, c'est quand même des choses, c'est pas du code. Il va falloir faire des machines et des choses compliquées. Et donc, à un moment, ils vont rentrer sur des questions où Google et compagnie vont se rendre compte que ça peut coûter très cher. Et donc, ils jugeront les références. Et la DARPA, donc l'agence de financement militaire américaine, est en train d'essayer de faire un benchmarking de ce qui se fait vraiment dans l'ordinateur quantique pour savoir si ça marche vraiment. Donc les gens se posent quand même un peu la question de faire un état de lieu, pas juste de balancer de l'argent et puis d'attendre 5-10 ans. Et ils commencent à regarder un peu ce qu'ils ont donné et ce qui va vraiment marcher ou pas, et éventuellement de couper les fonds. Ce qui se fait dans les biotech aussi, les investisseurs, au bout d'un moment, les biotech, ça coûte extrêmement cher, c'est des sommes d'argent encore plus vertigineuses qui sont investies. Mais de temps en temps, c'était du bluff et l'argent est coupé. Hein. Oui, alors en fait, je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Pour moi, c'est pas trois réalités. Enfin, il ne s'agit pas de choisir parmi les trois exemples, les trois cas qui ont été présentés. Il y a ces trois réalités qui coexistent. Ou qui ont coexisté. Alors, je ne sais pas si tu penses que ça continue à se passer comme ça. Enfin, je sais que tu le penses, puisqu'on a déjà discuté. Donc, et ce n'est pas uniquement des différences disciplinaires. Ce n'est pas en biologie, il y a des très grands... Alors, bon, peut-être moins qu'en physique ou en astrophysique spatiale, ça c'est sûr.
Mais il y a des grands projets et puis il y a une recherche qui va être de dimension beaucoup plus modeste. On ne peut pas comparer ce que j'ai décrit, par exemple, aussi à des enjeux comme le plan quantique. Donc, et par rapport à cette question, ce que je pense, c'est quand même que l'évolution des modes de financement, il y a une évolution forte des modes de financement et ça a contribué à créer des nouvelles formes de ces discours de promesses. Alors il y a une chose que je voulais mentionner, c'est que j'ai pas en biologie, il y a quand même une chose qui était très importante, c'est le financement, c'est les associations de malades ou les fondations, par exemple, comme la Ligue contre le cancer, mais par exemple, quelque chose qui est vraiment typique, c'est la manière dont chaque année, le Généton met en scène, dans le cadre des maladies génétiques, met en scène des formes de promesses. Et alors, on voit un aspect qui a déjà été évoqué de la promesse, c'est-à-dire que on a dit, la promesse n'est pas la même selon à qui on s'adresse. Et les scientifiques jouent avec ça. C'est-à-dire que quand c'est des patients, ça va être la promesse de guérison. Mais ça a été dit aussi, on a eu d'autres exemples ce matin. Si c'est des investisseurs, on ne va pas tenir le même discours. Donc pour le même type d'activité, la promesse va circuler et elle va agréger des acteurs en étant formulée de manière différente. Et il faut faire converger l'ensemble. Donc pour la thérapie génique, par exemple, il y a eu des outils, enfin la thérapie, les industriels qui se sont investis ou les startups qui se sont investis dans la thérapie génique, eux, ils ont utilisé des outils financiers comme ce qu'on a vu pour l'exploration minière, de valorisation sur les marchés boursiers, pour créer une forme de valeur, alors même qu'il n'y avait aucun produit et la rentabilité était totalement nulle, c'était que des pertes. Donc, c'est intéressant de voir ces mécanismes. Et après, les modes de financement dans les laboratoires, je pense qu'ils ont un effet sur la manière... Au début, tout le monde disait on s'en fiche, je ne sais plus, ça a été un peu évoqué. Oh, oui, bon, allez, on met notre petite phrase rituelle et puis pour satisfaire après ce que les politiques attendent. Mais en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est l'effet de plus en plus, dans nos pratiques, enfin, dans les choix des sujets scientifiques, en fait, nous avons réorienté. Moi, j'ai dû réorienter mes sujets scientifiques pour répondre à une forme de demande qui s'est imposée à travers les mécanismes d'appel d'offres sur projet. Donc, en vous écoutant, on perçoit que dans le champ scientifique, il y a parfois la perception d'un certain malaise vis-à-vis des promesses, et donc on voit que vous êtes capable d'avoir ce travail réflexif sur ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Et je me demandais simplement comment est-ce que cette réflexivité des chercheurs et des scientifiques dans le domaine des sciences dures se nourrit des travaux qui sont faits en SHS. Est-ce que les notions, les concepts de promesses, de régime d'historicité sont des choses dont vous vous nourrissez, auxquelles vous avez accès et si oui, enfin voilà, comment est-ce que ça nourrit votre réflexion? Je me demandais depuis quand on utilisait ce vocabulaire promesse au sujet pour qualifier, parce que vous l'avez bien dit, enfin, tout le monde l'a dit, la science a toujours fait des promesses, etc., etc. Mais finalement, des colloques sur la science des promesses des sciences, j'ai pas l'impression qu'on en faisait il y a 10 ou 20 ans. Donc finalement, est-ce que vous avez une lecture de l'émergence, de l'utilisation de ce mot pour qualifier ce que fait la science, et qu'est-ce que ça dit finalement sur un peu l'élucidation de ce truc qui est un peu une mystification. Enfin, voilà. Merci. Moi, j'avais une question sur votre avis par rapport à la recherche sur projet qui commence à devenir quand même le mode de recherche basique maintenant dans plusieurs labos. En fait, je trouve personnellement que c'est vraiment paradoxal le fait que la recherche sur projet existe, puisqu'on l'avait vu ce matin, en fait, quand on cherche, on ne sait pas ce qu'on cherche et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et avec ça, il existe en fait des organismes tels que l'ANR
qui sont capables d'évaluer l'avenir d'un projet, en fait, de lire sur l'avenir sur un projet pour dire c'est faisable, c'est pas faisable, ça va évoluer comme ça ou ça va évoluer comme ça. Sauf qu'en fait, on n'en sait rien. Il y a personne en fait qui peut prévoir l'avenir en fait. Et donc moi, c'était par rapport à ce paradoxe-là qui existe dans le milieu de la recherche sur l'existence d'organismes et à quel point, enfin tels que l'ANR, et à quel point est-ce que leur activité est justifiée, puisque en fait finalement il s'agit que de questions de financement et ça impose un peu un certain truc, enfin un certain environnement de compétitivité entre les chercheurs sur des choses dont on n'a aucune idée de comment est-ce que ça va évoluer dans l'avenir. Le deuxième paradoxe, c'est aussi si un chercheur ne trouve pas un financement, en fait toute son activité est remise en cause. C'est-à-dire que si un chercheur qui travaille dans la recherche publique, techniquement c'est un fonctionnaire public, et donc s'il ne trouve pas de financement pour pouvoir exercer son métier, ben, il ne pourra pas exercer son métier. Et donc ça aussi c'est paradoxal. Donc moi je voudrais avoir un peu votre avis sur ce genre d'existence de modes de recherche et d'existence d'organismes d'évaluation comme ça. Merci. Juste un point. J'ai l'impression que c'est enjeu qui était utilisé beaucoup dans les textes ANR, c'est l'enjeu sociétal qui est maintenant un peu converti en promesse. Alors, je sais pas défis sociétaux. Ou défis sociétaux. Je ne sais pas sur la question des promesses. Enfin, pourquoi on utilise le. Alors, je suis peut-être. Enfin, je suis mal placée. Je ne sais pas si la question c'est est-ce que dans le domaine, par exemple, d'une université qui est essentiellement une université dite de sciences dures, est-ce que cette préoccupation par rapport à la question des promesses, je ne sais pas si c'était ça la question, apparaît. Est-ce qu'on s'empare des travaux de SHS sur les questions Non, on parle plutôt d'objectifs scientifiques, comme l'a dit Jean-Claude. Je ne crois pas, en fait. C'était peut-être justement le but de ces colloques. Enfin, c'est comme ce que font en général les initiatives du Centre d'Alembert, c'est de faire un peu le pont entre ces travaux par des collègues qui les connaissent peut-être un peu mieux que l'ensemble de leur communauté, à partir de ces travaux-là, de proposer une réflexion à une communauté qui vit des choses, mais qui n'a pas forcément les outils pour les penser. Donc on essaye d'amener des outils pour penser l'expérience des transformations qu'ils subissent. Sur la question du financement par projet, le Centre d'Alembert a organisé, je ne sais plus, il y a quelques années, on a fait tout un cycle de séminaires sur cette question de l'évolution des... Alors, c'est accessible en ligne, hein, des effets justement de ces financements par projet, de l'évolution des modes de financement et des effets que ça pouvait avoir sur la science. Donc, je vous renvoie... à cette année-là, je ne sais plus, mais enfin, vous le trouverez sur le site du centre. Donc, merci à tous. Merci. Je vais retourner du coup.